Je vais vous donc parler de la structure urbaine de Francfort sous l'aspect uniquement des espaces et la relation des espaces bâtis et non bâtis. Parce que là réside, à mon avis, une des questions, une des particularités de nos villes en Europe, quelle est quasiment la relation qu'entretient la ville proprement parlée, c'est-à-dire la ville construite, avec son alentour. D'habitude, on dit le paysage, les zones non construites, zones agricoles, etc. Alors, si on vient en hélicoptère de Strasbourg à Francfort, 200 km au nord, on arrive comme ça par le sud, par la plaine du bassin rhénan. Et juste avant Francfort, il s'étale une grande forêt. Une forêt qui avait à l'époque peut-être une surface de l'ordre de 15 000, 20 000 mètres carrés. Je ne sais pas exactement. Donc une très grande partie a été ces derniers 50 ans massacrée par la construction de l'aéroport de Francfort, au plein milieu de cette forêt. Mais on se rapproche comme ça par cette forêt et on voit au bout déjà les tours, les gratte-ciel de Francfort, la silhouette urbaine. Et derrière, la limite nord du bassin rhénan, cette montagne Taunus, qui monte à peu près à 900 mètres au maximum et qui boucle vers le nord ce bassin rhénan extraordinaire, très urbanisé. Et Francfort, avec sa région Rhein-Main autour, Rhin-Main autour, est considérée comme une des régions les plus en croissance, même actuellement. Francfort compte actuellement de l'ordre de 700 000 habitants. Il était donc un tout petit peu plus grand que Strasbourg. Et on va atteindre, et là je vais terminer tout à l'heure, les réflexions qui sont faites actuellement sur cette croissance qui est prévue pour 2030 de l'ordre de 730 000 habitants. Alors pour commencer, vous avez ici un plan de la topographie. Vous allez le reconnaître, le Main qui va de est en ouest. Voilà le Main de est en ouest, avant de se jeter dans le Rhin. Et au sud, donc, il y a ici une plateforme un peu comparable à celle ici à Strasbourg, la terrasse de Leuss, et donc la grande forêt tout autour, tout au sud. Ensuite, il y a des collines qui avancent vers ici, qui montent par rapport au fleuve de l'ordre de 30 à 40 mètres. Pas plus, mais suffisant pour avoir un dénivelé assez remarquable du nord au sud. Et ensuite vient la vallée de la Nida, un petit affluent du Main, qui a été à l'époque des Romains navigable jusqu'ici. Donc tout cela était accédé par les bateaux, par les Romains, pour y construire une première ville à peu près 10 ans après Jésus-Christ. Et ensuite, il y a de nouveau une terrasse de Leuss jusqu'au piémont du Taunus. Donc une topographie relativement simple, mais caractéristique pour la ville. Et vous voyez en rouge, au milieu, c'est la ville de Francfort. Et ensuite, les petits points rouges sont des villages tout autour. Entre les deux, il y avait toujours un peu de la guerre. C'était des institutions totalement différentes. Francfort était une ville libre du Saint-Empire et qui était gérée par les citadins eux-mêmes. Tandis que les villages tout autour étaient soumis à des féodaux qui résidaient dans des châteaux forts dans le Taunus. Et il y avait tout le temps de querelles, de sorte que la ville se fortifiait. Il y avait des murailles. Et jusqu'au XVIIe siècle, on construisait notamment une fortification avec tout ce que vous connaissez de ces images des villes moyenâgeuses. Au XIXe siècle, la ville se développe évidemment, et comme dans l'esprit du temps à l'Europe,
on construit la ville, on agrandit la ville sur le principe de l'îlot et de la rue. Des îlots à Francfort, en général, sont des îlots avec à l'intérieur du verre. Et le long des rues, il y a aussi du verre par des jardinets. Donc c'est une extension urbaine relativement fleurissant, relativement vert. Et ça s'adosse à ce qu'il est préexistant. La ville moyenâgeuse et baroque, avec sa fortification autour, qui, il y a exactement 200 ans, a été démolie. On fête cette année, 2012, le 200e de ce qui remplace à l'époque la fortification. C'est une première ceinture verte. C'est une promenade qui fait tout en tout à peu près 3,5 km de longueur et qui a une épaisseur variée entre 100 et 200 mètres peut-être. Très appréciée aujourd'hui par la population, avec des espaces très beaux, des arbres vraiment 2 centenaires, des bassins d'eau, etc. Et beaucoup de monuments artistiques qui longent le parcours tout autour. Donc à partir de cette première ceinture verte, l'extension se fait en dissociation par rapport à la ville préexistante. Et dans les quartiers, on trouve ici ou là des parcs privés. Des parcs privés, par exemple, la famille de Rothschild, d'origine de Francfort, possédait 3 parcs privés et qui aujourd'hui sont évidemment des parcs publics. C'est-à-dire à l'intérieur de ce tissu qui s'étale autour de la ville ancienne, il y a des grandes oasis vertes et qui sont au profit évidemment des différents quartiers actuellement. Ça, c'est la situation, vous le voyez en haut, c'est une peinture de 1934, mais ça montre en principe la ville telle qu'elle était construite à la fin du 19e siècle, avec également le long du Main une grande promenade de 2 côtés, de 2 rives, aménagée en parc linéaire, et en aval et en amont, il y a des zones industrielles autour des ports. Cela reste comme ça jusqu'à cette rupture de la Première Guerre mondiale et qui coïncide avec des mouvements qui commencent à se développer partout en Europe, notamment ce mouvement de la Cité-Jardin de l'Angleterre qui, sur le continent, prend pied. Il y a un passage également, vous le savez, à Strasbourg. La Cité-Jardin devient presque la doctrine des années 20. Et en 1925, un jeune architecte de 40 ans, Ernst May, prend la responsabilité à Francfort de tout ce qu'il est urbanisme, logement et espace vert. Et lui développe un nouveau projet urbain qui organise l'extension de la ville, mais pas dans l'esprit de 1900, mais dans cet esprit plutôt de la cité-jardin. Cité-jardin, non pas comme simplement une cité où il y a des maisons individuelles avec jardin devant, derrière, etc., mais non, la cité-jardin comme une structure urbaine polycentrale. Des entités hors la ville préexistante, des villes satellites. Et Ernst May lui-même, il parle de Trabantenstadt. Trabantenstadt, Trabant, c'est un autre terme pour satellite. Nous, on l'appelle aujourd'hui Satellitenstadt. Et lui, dans son équipe, engage un paysagiste, Leberecht Migge, le paysagiste le plus fameux du début du XXe siècle en Allemagne. Et on peut dire que c'est le premier écologue. C'est lui qui fait pas simplement des plans de verdure, des alignements d'arbres, des choses comme cela. Non, il réfléchit quelle est la réparation qu'on doit faire aujourd'hui face à la ville industrielle qui a produit énormément de dégâts à la nature. Et lui, il développe l'idée que la ville industrielle, avec ses quartiers évidemment d'habitation et toutes ses instances culturelles,
doit se développer en cohérence avec aussi la nature. Il développe en premier l'idée d'une deuxième ceinture verte pour Francfort, que vous voyez là dans son schéma. La ville 1900, ensuite cette deuxième ceinture verte autour, avec ensuite des villes satellites qui sont au-delà de cette deuxième ceinture. Et à l'intérieur de cette ceinture verte, on ne trouve pas simplement de l'espace vert, mais ce sont des espaces créatifs, productifs. Il y a du jardinage, il y a de l'agriculture et il y a surtout aussi le recyclage des déchets de la ville. Plus les promenades, plus les centres sportifs, etc. C'est-à-dire une ceinture verte qui est multifonctionnelle et qui a beaucoup de formes, selon alors aussi la topographie et ce qu'il est préexistant. Un exemple de ces années-là, de la fin des années 20, une partie de cette ceinture verte que vous voyez là, vous reconnaissez le petit affluent Nida, et les prairies qui sont autour, qui étaient des champs, et en principe, ça reste aussi en grande partie des champs, et en noir, la nouvelle limite des cités-jardins, des cités satellites. C'est-à-dire la conception urbaine dans ce cas-là, c'est vue à partir de l'espace vert, la création de l'extension de la ville. C'est vraiment un changement d'orientation du regard, du vide vers le plein, et non pas le contraire. L'espace vert, l'espace de cette ceinture, ce n'est pas un espace restant, c'est un espace primaire autour duquel l'homme s'organise avec ses nouvelles demeures, ses nouvelles cités, que ce soit simplement de l'habitation ou que ce soit aussi des activités, peu importe. Ça, c'est le principe donc, qui est maintenu ou qui est le fond de la conception urbanistique de Ernst May de l'époque. Et ça se traduit dans un plan, on pourrait dire un schéma directeur. Et vous voyez en foncé les zones construites existantes, préexistantes. En rouge, ce qu'il a été réalisé dans 4 années entre 1925 et 1929. Et en pâle, il y a toutes ces zones d'extension qui figurent autour de ces espaces de la ceinture verte. Et ce schéma reste en principe valable jusque dans les années 70-80 du dernier siècle, même s'il y a ici et là des grandes modifications. Par exemple, il y a des extensions qui se font là ici au nord d'une façon totalement différente, ou ici à l'est pareil. Mais le principe, il est resté valable. Bien que ce qu'on n'a jamais pu réaliser, comme dans les années 20, de traiter la bordure de cette zone d'une façon vraiment marquée. C'est plutôt les arrières des villages préexistants qui deviennent la frontière vers le vert. Ça, c'est une des grandes lacunes de ces dernières décennies du XXe siècle. Il fallait attendre à la fin des années 80. Ça commençait doucement pendant les années 80, mais en 89, 91 exactement, la ville décide les principes de la ceinture verte, la deuxième ceinture verte autour de la ville. C'est une ceinture qui couvre aujourd'hui un tiers de la surface communale, c'est-à-dire 8000 hectares, dont au sud, il y a de l'ordre de 4000 hectares de la forêt municipale. Cette forêt municipale s'étale évidemment au-delà de cette limite. Elle compte, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui de l'ordre de 10 000, 12 000 hectares.
Et cette ceinture verte, c'est à la fois une ceinture, et à la fois, il y a des rayons qui vont vers le centre, mais qui vont aussi au-delà. C'est-à-dire une idée de continuation, de continuité dans la région. Et cette ceinture verte est caractérisée essentiellement par 3 types de paysages. Un paysage le long de la Nida, ce sont des prairies. Un paysage sur les collines, et ce sont surtout actuellement encore des zones agricoles. Et troisièmement, la forêt. Donc, prairies, collines, forêt. Cette trilogie est devenue un peu le fond même de la création paysagère dans cette ceinture verte de Francfort. C'est un espace qui est avant tout social. C'est un espace qui est aussi de la protection de certaines zones naturelles, notamment le long de cette rivière de la Neda, mais aussi dans la forêt. Partout où on pouvait, on a créé effectivement des zones protégées. C'est un espace de promenade, c'est un espace d'activités diverses, sportifs, de loisirs, etc. Vous imaginez, il y a le jardinage, il y a toutes sortes de productions agricoles qu'on en trouve et on réalise ponctuellement au moins ce que Mieke avait préconisé faire, c'est-à-dire une sorte de auto-approvisionnement de la population par la ceinture verte. Cette ceinture verte, maintenant, elle a exactement 20 ans, donc 2 centenaires de la première et 20e anniversaire de la deuxième ceinture verte. C'est le moment de réfléchir comment est-ce qu'on va continuer. Elle est vraiment loin d'être accomplie, et notamment les rayons vers l'intérieur, qui étaient toujours une des idées porteuses de la ceinture verte, n'étaient pas attaquées, pas encore concrétisées jusqu'à maintenant. Et cela, c'est le programme au moins, va être dans les années à venir la préoccupation première de la ville de Francfort, c'est-à-dire rayons vers l'intérieur aussi bien que les rayons vers l'extérieur, mais principalement vers l'intérieur. Il y a actuellement, je disais, la trilogie topographique. Il y a maintenant une autre trilogie des 3 A. Anbinden, ça veut dire connecter. Ästhetisieren, esthétiser, formaliser, si vous voulez. Et troisièmement, activer. C'est-à-dire on veut renforcer les activités de la ceinture verte en relation avec la ville. On veut surtout formaliser mieux les limites, les bordures, pour que cet espace ne devienne pas simplement un espace à 2 dimensions, que ce soit vraiment perceptible. C'est quelque chose de très important. Et le premier A, donc connecté, c'est la réalisation de ces rayons. Parallèlement à cela, il faut dire que la ceinture verte est soumise à une administration spéciale pour les espaces verts, avec également un adjoint au maire, différent de l'adjoint au maire responsable de l'urbanisme. Il y a 2 services différents et le service d'urbanisme, lui, parallèlement aux autres, mène actuellement des réflexions par rapport à ce que je vous disais, la croissance urbaine. C'est-à-dire le passage de 700 000 à 730 000 habitants veut dire concrètement il faut construire 30 000 logements d'ici 2030. Où construire 30 000 logements si on a décidé au même temps de ne pas étendre la zone constructible actuellement? C'est-à-dire il n'y a pas un étalement, il y a uniquement une densification sur le tissu préexistant. Ça, c'est l'orientation qui est donnée. Maintenant, on cherche comment est-ce qu'on peut le réaliser. Vous voyez, il y a différentes zones dans cette carte. Bon, c'est presque un plan déjà. Il y a ces grilles ici, ces hachurés. Ce sont des parties de friches. Il y a des parties, notamment le centre-ville, où il y a
beaucoup d'endroits où on pourrait construire de logements, etc., jusqu'à ces autres espaces qui sont en grande partie des espaces qu'on va récupérer de transformation du réseau routier. Par exemple, à cet endroit-là, il y a actuellement un grand échangeur à 4 niveaux, avec ses boucles, ses bouclages, ses spaghettis, etc., qui bouffe, je ne sais pas, de l'ordre de 100 hectares, qui sera transformé, et pour y faire soit une partie de ce rayon de la ceinture verte vers l'intérieur, soit pour construire du logement. Et voilà un détail. Vous voyez ici à gauche l'échangeur existant, ce qu'il prend. Ça va être l'extension du parc, d'ailleurs un de ces parcs de Rothschild, en relation avec la NEDA, par ici. Continuer les amorces des espaces verts qui existent ici et là. Et à l'est, pareil, il y a une autoroute, la contournante est de la ville, qui, et là la topographie aide un peu, on est là sur la colline et l'autoroute était dans un creux, et il y a le projet, l'idée de couvrir cela, c'est-à-dire de faire un tunnel et de construire au-dessus soit ceinture verte, soit des habitations, ou les deux à la fois. Voilà, ça c'est une pré-étude de cette partie à l'est. Vous voyez l'amorce de l'autoroute qui est ici et qui continue en souterrain donc et ressort par là. De le couvrir permet de relier, d'établir, de réaliser ce rayon de la ceinture verte, et ça permet également de rajouter, de compléter des quartiers préexistants et par la même occasion aussi de formaliser la limite entre ceinture verte et ville construite. Pareil, dans le nord, ça c'est un projet qu'on appelle déjà Y. Il y a des amorces préexistants de rayons de verre, ici et là, et là. Et il y a même actuellement la réflexion de démolir tel ou tel bâtiment pour réaliser la connexion de la ceinture verte à cet endroit-là. Ça peut, je pense, suffire pour le moment pour vous donner alors les idées qui sont actuellement en l'air. Je veux terminer, mais très rapidement, juste un coup d'œil sur la situation régionale. Au début du XXe siècle, vous voyez la plaine et les villages qui sont parsemés dans cette plaine. Vous voyez ici la grande surface, 100 villages pratiquement, ça c'est la forêt. À l'ouest, il y a Wiesbaden et Mayence, Darmstadt au sud. Et un siècle plus tard, ça se montre comme ça. Alors je disais que c'est une région qui est en croissance. Et si on laisse la croissance comme ça, presque sauvage, continuer, ce sera une couverture totale de cette partie-là du bassin rhénan. Et ça, c'est inadmissible. Donc il faut chercher des solutions. Comment est-ce qu'on peut gérer la croissance en cohabitation entre les parties construites et les parties naturelles ou non construites, plutôt pas naturelles. Et c'est pour cela les expériences de la ceinture verte à Francfort, où a participé d'ailleurs tout à fait au début René Tabouret de Strasbourg. Et il était un des penseurs, une des personnes qui posait les bonnes questions pour pouvoir développer ce projet. La suite est que ce même modèle sert pour toute la région. Quelques années plus tard, il a été créé le Regionalpark Rhein-Main, parc régional Rhin-Main, et qui tout d'abord est établi par des parcours, par des promenades. Ce sont quelquefois des chemins de campagne, un petit peu plus élargis, et l'agriculture reste en place, mais on crée un tissu
sur toute la région. Et actuellement, on fête l'inauguration de ce parc régional par la finition d'un circuit, c'est cette ligne de rouge, en rouge, autour de Francfort, qui fait 190 km de long, avec des points remarquables sur la route, sur ce chemin, à découvrir paysages, villages, villes, etc. Et qui réunit et qui est réalisé par les différentes communes. Il y a, je ne sais pas combien, une centaine de communes dans la région. Et au plein milieu, ici, il y a une maison centrale, une maison d'information, d'accueil, d'administration pour ce parc régional et une construction nouvelle dont l'architecte est Jorm Jordan. Et je lui passe la parole. Peut-être juste, Monsieur Dressé, alors une réflexion. Dans quelle mesure il y a aujourd'hui un consensus politique qui se maintient pour rendre, si j'ai bien compris, assez intangible cette ceinture verte, ou l'essentiel, ou les parties les plus vitales, les plus sensibles de cette ceinture verte, puisque également, lorsque vous évoquiez l'année 1989, on peut également rappeler ici qu'il y a eu un contexte électoral, politique, qui n'est pas sans relation, je crois, avec la naissance de la ceinture verte actuelle. C'est une très bonne question. Merci, Monsieur Robichon. 89, il y avait pratiquement au même moment des élections à Strasbourg et à Francfort. Et au même moment, il y avait un changement politique dans les deux villes. À Francfort, c'était une coalition entre les sociodémocrates et les Verts. Et c'était les Verts, évidemment, vous pouvez imaginer, qui avaient porté dans leur cœur, dans leur cerveau, dans toutes leurs attitudes, l'idée de la ceinture verte. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que ce projet urbain, extrêmement important, très très grand, a trouvé un consensus vraiment à 100%. Le conseil municipal, où il y a toutes les fractions, toutes les partis politiques représentés, votait à l'unanimité. Je crois que cela n'a jamais existé au préalable. On votait à l'unanimité ce projet, et avec le projet, une constitution particulière de la ceinture verte. Une constitution qui surtout disait on ne touche plus à 1 mètre carré de la ceinture verte. C'est sacro-saint. Et sauf quelques endroits où il y avait encore des litiges entre des promesses de constructibilité et de conservation du non-construit. Mais sans ça, je pense que le projet n'aurait pas tenu jusqu'à aujourd'hui. Et il devient de plus en plus consensuel, c'est-à-dire au-delà des 100%. Et c'est vraiment marrant de voir que la population, mais vraiment à travers toutes les couches, toutes les ethnies de Francfort, la ceinture verte, elle est là, elle est vraiment considérée comme quelque chose qui est à tous et qui sert à tous et à toutes, évidemment. Et ça, c'est le plus important. Sans un consensus comme ça, sans cette application aussi de la réalité et l'acceptation de la part de la population, ce sera pratiquement impossible de maintenir, par exemple, un statut qui dit jusqu'ici et pas plus loin, on peut construire.